Je fais cette vidéo pour répondre à une question de Magali et de sa maman qui souhaitent mieux connaître le parcours de leur père et grand-père durant la Seconde Guerre mondiale et surtout le contexte historique qui permet de comprendre ce parcours. Alors ce père et grand-père, Maurice Dorgal, il est décédé en 1992. Mais sa famille a conservé de lui un carnet, un journal, qu'il a tenu du 13 juin 1941 au 10 juillet 1941. Donc pendant une période assez brève, un mois, mais qui est très chargée en événements. Alors d'abord, pour lui, si l'on regarde sur la carte son parcours, le 13 juin 1941, il est à Marseille et le 10 juillet, il est à Salonique, en Grèce, après avoir fait un petit tour en bateau jusqu'à l'île de Castello Rizzo. C'est également une époque très chargée en événements, alors pour les guerres, en événements en général. Pendant la première moitié de 1941, on a vu l'Allemagne envahir la Yougoslavie et la Grèce. On a vu la bataille de Tobrouk en Libye, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Une guerre en Syrie, à laquelle est mêlé Maurice Dorgal. Et puis alors surtout un événement énorme, c'est le 22 juin 1941. L'Allemagne attaque l'URSS. C'est le début de l'opération Barbarossa. Alors dans ce contexte très chargé en événements, il faut d'abord préciser avec la carte où est-ce qu'on en est le 13 juin 1941 lorsque commence notre histoire. Sur cette carte, bon, l'Europe est en guerre et on a représenté 4 couleurs, donc 4 camps. Nous avons d'abord en rouge l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, les pays qui leur sont alliés et les pays qu'ils occupent. Ensuite, nous avons en bleu les Alliés. Alors, les Alliés, au début de 1941, c'est réduit à sa plus simple expression, c'est uniquement l'Angleterre, puisqu'elle est la seule à poursuivre la guerre, l'Angleterre et son empire, les territoires qu'elle contrôle. Ensuite, nous avons couleur sable les neutres. Alors, on n'a pas tenu compte des sympathies des neutres pour les uns ou pour les autres. C'est l'ensemble des pays qui ne sont pas dans la guerre. Enfin, pour la France, une couleur particulière, on a mis du gris ici. Pourquoi? Parce que la position de la France est particulière. La France était en guerre contre l'Allemagne, mais elle a été vaincue un an auparavant, en juin 1940. Le gouvernement dirigé par le maréchal Pétain a admis cette défaite en signant l'armistice. Le nord de la France est occupé, donc en rouge sur la carte, et les Allemands y continuent leur guerre contre l'Angleterre. Le sud est une zone non occupée, alors qui, en théorie, est neutre dans ce conflit. La France s'est retirée de la guerre. Mais il est bien évident que la France est toujours très concernée par le déroulement de cette guerre. Et puis, de la même couleur grise, eh bien, nous avons les territoires, les colonies qui dépendent de la France et qui sont sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Enfin, il y a un cinquième acteur qui n'a pas vraiment de territoire sur la carte, c'est la France libre, puisque depuis juin 1940, le gouvernement de Vichy a un concurrent. Il y a un certain général de Gaulle qui est parti à Londres et qui a dit « la France continue la guerre ». C'est la France libre et combattante. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, c'est très important, cette France libre est le seul représentant légitime de la France, puisque un pays qui admet la défaite, qui admet sa soumission, un gouvernement qui admet sa soumission à l'Allemagne nazie, eh bien, un tel gouvernement ne peut pas représenter la France. Alors, la France libre, il y a encore très peu de territoires qui reconnaissent son autorité. Il y en a quelques-uns en Afrique. On ne les voit pas sur la carte, ils sont un petit peu plus au sud. C'est l'Afrique équatoriale, le Tchad, par exemple. Mais à partir de cette Afrique équatoriale, il y a des groupes de Français libres dirigés par Leclerc,
qui ont mené, alors en février-mars 1941, donc juste avant que commence notre histoire, un raid sur Koufra, que nous voyons ici au sud de la Libye. Koufra qui était tenu par l'armée italienne. Et ce raid a été victorieux. Alors attention, cette affaire de Koufra, ça n'est qu'une escarmouche, mais symboliquement, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une France qui continue la guerre. En juin 1941, Maurice Dorgal est un soldat français cantonné à Marseille, c'est-à-dire qui se trouve dans l'armée dépendant du gouvernement de Vichy. Il s'agit de ce qu'on appelle l'armée de l'armistice, la petite armée qui a été laissée à la France par l'armistice de juin 1940. Le 13 juin 1941, on leur annonce qu'ils partent pour la Syrie. Alors en fait, ils s'en doutent bien, puisqu'ils sont en préparation de départ. Il écrit dans son journal, depuis 3 semaines, nous sommes en instance de départ. Tout le monde sait bien que c'est pour la Syrie, c'est le secret de Polichinelle. Alors, qu'est-ce que la Syrie vient faire dans cette histoire? À ce moment-là, la Syrie et le Liban sont des territoires administrés par la France. C'est le résultat du partage de l'Empire ottoman à la fin de la guerre de 14-18. En 1918, l'Empire ottoman est vaincu, puisqu'il a fait la guerre aux côtés de l'Allemagne, et il est partagé par les vainqueurs, que sont la France et l'Angleterre. Avec le nord, les régions peuplées par les Turcs, essentiellement, va être formée la Turquie moderne, la Turquie de Mustafa Kemal, et la partie sud de l'Empire, qui est peuplée essentiellement d'Arabes, eh bien, elle est partagée entre la France et l'Angleterre. Ce ne sont pas formellement des colonies, mais des mandats confiés par la Société des Nations. Bon, en réalité, le résultat revient à peu près au même. Alors, la France reçoit de la SDN un mandat avec lequel un territoire sous mandat, avec lequel elle forme la Syrie et le Liban, et l'Angleterre reçoit de la Société des Nations un autre territoire, plus important d'ailleurs, avec lequel elle forme l'Irak, la Transjordanie et la Palestine. Alors, il faut bien retenir qu'il y a à cette époque, dans les années 30, une rivalité au Moyen-Orient entre la France et l'Angleterre, puisque l'Angleterre considère que cette région est vitale pour ses intérêts, et donc elle doit y avoir une place prépondérante. Vitale, pourquoi? Parce qu'on trouve ici du pétrole en Irak et en Iran, du pétrole qui est géré, enfin dont l'exploitation est gérée par l'Angleterre, et puis d'autre part passe dans la région la route des Indes, la route maritime vitale, sans laquelle l'Angleterre ne pourrait pas recevoir les ressources de son empire. Alors, c'est vers cette Syrie, donc administrée par la France, qu'on va envoyer l'unité de Maurice Dorgal. Il dit dans son journal du 13 juin que le colonel leur a confirmé que c'était bien la Syrie. Nous allions en Syrie, qui est, paraît-il, en mauvaise posture. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise posture? Eh bien, c'est le fait qu'il y a en Syrie une intervention militaire qui vient du sud, qui vient de la Palestine, gérée par les Anglais. Et cette intervention militaire, elle n'est pas négligeable, c'est 30 000 hommes de troupes du Commonwealth, des Anglais, des Australiens, des Indiens, appuyés par 5 000 Français de la France libre. 5 000 soldats des FFL, les forces françaises libres. En phase 2, il y a aussi des forces qui ne sont pas négligeables. Le gouvernement de Vichy dispose en Syrie de 8 000 soldats français, appuyés par 25 000 soldats syriens et libanais. Alors, j'ai bien dit intervention, et non pas attaque, parce qu'en fait, l'espoir des Anglais et des Français libres, c'est que l'armée française de Syrie va se rallier à la France libre. En fait, cet espoir est déçu parce que le commandant en chef, qui s'appelle le général Dens, que nous avons ici à gauche, c'est avant tout un loyaliste. Et on peut dire que c'est le cas aussi de la plupart des officiers qui sont en Syrie. Un loyaliste, c'est-à-dire qu'il obéit aux ordres de sa hiérarchie,
aux ordres de son gouvernement. Et pour lui, les Français libres sont des rebelles qu'il n'est absolument pas question de rejoindre. Donc, le gouvernement de Vichy donne l'ordre de résister, Dens obéit, et on s'est véritablement battu, puisqu'il y a eu quand même 1 millier de morts de chaque côté, donc des combats très sérieux, et puis un nombre encore plus important de blessés. Parmi ces blessés, il y en a un qui est célèbre, c'est celui que nous voyons ici à droite, le futur général israélien Moshe Dayan. Il était à ce moment-là, il était très jeune et il était volontaire dans une division australienne, donc qui pénétrait en Syrie. Et c'est au cours de ces combats contre les troupes de Vichy qu'il a perdu son œil et qu'il a gagné donc son célèbre bandeau. Alors non seulement le gouvernement de Vichy résiste, mais il a bien l'intention de résister jusqu'au bout et de renforcer ses troupes. Et c'est pour cela donc que le régiment de Maurice Dorgal, qui se trouve à Marseille, est envoyé en renfort. Et il ne s'agit pas tellement d'envoyer un renfort de troupes, mais plutôt un renfort de munitions et d'artillerie. Maurice Dorgal le dit, enfin, il évoque dans les préparatifs, il dit voilà qu'il faut encore se coltiner 25 tonnes de munitions par cette chaleur, j'en suis fatigué d'avance. Et puis le lendemain, au cours du trajet, il dit il faut vérifier l'amarrage des canons et chenillettes, j'y vais avec quelques autres, etc. Donc c'est bien d'un envoi d'armement qu'il s'agit, et puis il y a les troupes qui vont accompagner cet armement. Alors pour acheminer ce renfort, ce qui paraîtrait le plus logique, ça serait la voie maritime, depuis Marseille jusqu'à Beyrouth au Liban, mais ce n'est pas le choix qui est fait, tout simplement parce que c'est la marine britannique qui a la maîtrise de la Méditerranée. Alors il n'est pas impossible de passer, mais c'est quand même extrêmement risqué, et ce n'est pas une menace vaine. On le voit par exemple sur les navires français qui ont été mêlés à cette affaire de Syrie, il y en a quand même 4 qui ont été coulés. Un contre-torpilleur, le Chevalier Paul, le 12 juin 41, un sous-marin, le Souffleur, le 25 juin 41, un cargo qui d'ailleurs était dans le même convoi que celui de Maurice Dorgal, le 6 juillet 1941, et enfin le cargo sur lequel se trouvait Maurice Dorgal lui-même, l'Ouadikem, a été coulé, non pas lorsqu'il était à bord, mais un petit peu plus tard, en octobre 1941. Nous avons ici donc les photos de ces 4 navires, à la fois des navires de guerre, le contre-torpilleur Chevalier Paul et le sous-marin Souffleur, et puis des navires, des cargos qui transportaient du matériel. Pour Wadikem, je n'ai pas trouvé d'autres photos que celles prises avec Maurice Dorgal devant, prises sans doute à Salonique, et pour lesquelles on voit le nom de Wadikem qui est écrit sur la coque. Donc, c'est pas possible d'y aller par la voie maritime, donc on ira par terre en train jusqu'au port grec de Salonique. Ensuite, il faudra quand même prendre la mer parce qu'il n'est pas possible de traverser la Turquie qui est neutre. Bon. Lorsqu'on regarde la carte de ce trajet en train, on constate tout de suite qu'il y a un problème. Ça se fera en traversant l'Allemagne et les territoires occupés par l'Allemagne. Ce qui veut dire que tout ceci s'est fait en accord avec l'Allemagne, avec le vainqueur allemand, et même en coopération avec eux, en collaboration avec eux. C'est une opération conjointe de Vichy et des Allemands contre les Anglais et contre la France libre. Et ceci, pendant le trajet, la logistique même est assurée par les Allemands. Les soldats français sont nourris par les Allemands. Par exemple, arrivé en gare de Dijon, qui est en zone occupée, Maurice Dorgal écrit « Une grande banderole portant la croix gammée au centre accroche nos regards. C'est une cantine de la Croix-Rouge allemande. Les copains nous ont apporté des pains d'épices et du jus. Il paraît qu'ils ont été très bien servis et le portrait d'Hitler qui les contemplait ne leur a pas coupé l'appétit. » Bon. Et que, de cette façon, toute la logistique pendant tout le trajet est assurée par l'Allemagne. Alors, tout ceci
Et même cet accord, il est même écrit dans un texte qu'on appelle les protocoles de Paris, et qui est l'œuvre de l'amiral Darlan. Darlan, qui est à ce moment-là l'homme fort du gouvernement de Vichy, et qui a négocié cette collaboration. Il est allé rencontrer Hitler en personne, en Allemagne, et au retour, eh bien, il signe ce texte avec Otto Abetz, qui est l'ambassadeur allemand à Paris. Alors, on trouve dedans plein de choses, dont une liste détaillée des matériels qui seront envoyés depuis la France jusqu'en Syrie. Et alors, bon, peu importe le détail, mais on remarquera que cette liste est la même que celle qui est citée dans le journal de Maurice Dorgal. Donc, cette partie au moins technique de l'accord, ils en avaient sans doute une copie. La dernière partie de l'extrait est intéressante aussi parce qu'elle évoque les responsabilités des uns et des autres pour le transport de tout ce matériel. Alors, il est dit que pour le trajet qui se fera par mer, eh bien, ça sera la responsabilité de l'Allemagne jusqu'à l'île de Castello-Rizzo et ensuite la responsabilité de la France entre Castello-Rizzo et la Syrie. Alors, pourquoi donc? On le comprend en regardant une carte. La petite île de Castello-Rizzo, toute proche de la côte turque et toute petite, elle marque en fait la sortie de la mer Égée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi Castello-Rizzo, on n'est plus à l'abri de la poussière d'îles qui se trouve plus au nord et qui toutes sont occupées par les Allemands ou par les Italiens. Après Castello-Rizzo, on est au grand large et on va passer au large de Chypre qui est occupé par les Anglais. Bon. C'est-à-dire que c'est la partie la plus dangereuse du transport. Cette partie-là, elle est laissée à la responsabilité de la France et on verra le rôle que ça a joué. Par contre, il est dit, c'est la dernière ligne, que pour le transport par terre, c'est-à-dire le transport en train, eh bien, c'est la responsabilité de l'Allemagne. Alors, ce trajet en train, donc on le voit ici, avec les dates du parcours qui a été fait par l'unité de Maurice Dorgal. Le trajet en train, il prend à peu près une semaine pour aller jusqu'à Salonique. Dès qu'ils sont arrivés, eh bien, ils se mettent à charger le matériel sur les navires, ce qui confirme d'ailleurs que dans cette opération, plus que des renforts, il s'agit d'envoyer de l'artillerie et des munitions aux troupes qui se trouvent en Syrie. Maurice Dorgal écrit « Dès le lendemain de notre arrivée, ils sont arrivés le 22 juin, il a fallu commencer à embarquer canons, chenillettes, munitions et en plus tout le matériel d'artillerie, principalement des 75, avec toutes leurs munitions pour un régiment de Syrie. Quel travail harassant par cette chaleur. J'ai les mains toutes écorchées par les caisses de munitions. À midi, on revenait manger la soupe allemande et on repartait aussitôt au boulot. Et la nuit, on dormait sur les banquettes de nos wagons, accablés de fatigue et de chaleur. Une fois que tout ceci est chargé, eh bien le navire va partir, donc l'Ouedikem, cargo Ouedikem, va partir avec ce chargement. Et avec aussi un autre cargo qui s'appelle donc le Saint-Didier. Ils partent de Salonique. Le 2 juillet, on navigue jusqu'à l'île de Skyros et le trajet est occupé essentiellement à préparer le bateau contre une éventuelle attaque aérienne. On installe des batteries de DCA sur le quai. Le 3 juillet, l'événement principal, c'est que la mer est très mauvaise et tout le monde est malade. Le 4 juillet, on se dirige vers l'île de Rhodes, qui est une île italienne depuis 1912, depuis qu'en 1912, l'Italie l'a enlevée à l'Empire ottoman, qui existait encore avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, entre le 5 et le 8 juillet, il va se passer un épisode beaucoup plus à la fois mouvementé et étrange, où le navire, le Ouedikem, qui a perdu de vue le Saint-Didier d'ailleurs,
fait des allers-retours en longeant la côte entre Rhodes et Castello-Rizzo. Castello-Rizzo, qui est une toute petite île au large de la Turquie, toute proche des côtes turques. Et alors, ironie du hasard, Castello-Rizzo est aujourd'hui, septembre 2020, au centre de la crise qui oppose la Grèce à la Turquie en Méditerranée, à propos des prospections pour le gaz naturel en Méditerranée. Bref, revenons à 1941, l'Ouedikem fait des allers-retours entre Rhodes et Castello-Rizzo, suivant des ordres concrets. Alors, qu'est-ce qui se passe? On le voit sur cette carte, on arrive en fait dans la zone dangereuse. On sort de la mer Égée, de la protection des îles multiples qui existaient ici, et on va en haute mer, en direction du Liban. Et donc là, on est complètement à portée des avions qui partent des bases anglaises de Chypre, de Palestine et d'Égypte. Alors que plus à l'ouest, la Crète est occupée par les Allemands. Donc, ça devient extrêmement dangereux. Donc, il y a plusieurs allers-retours. Le cargo a été repéré, il est survolé par des avions anglais. À plusieurs reprises, il se camoufle en cargo turc, il change de pavillon, il cache l'armement qui est sur le pont. Mais tout de même, le 7 juillet, à 5 ou 6 reprises, il est attaqué par des avions anglais, des bombardiers de différents types ou des avions lance-torpilles. Il est touché, il y a plusieurs blessés à bord, mais il n'est pas coulé. Il n'est pas coulé, il faut bien voir qu'à ce moment-là, les avions utilisaient des armes qui étaient d'une précision très aléatoire. Donc, ils ont de la chance, mais ils sont très menacés. Et ils finissent le 8 juillet par recevoir l'ordre donc de ne pas forcer le blocus et de retourner à Salonique. Et tous les hommes qui sont dessus, dont Maurice Dorgal, en sont évidemment très soulagés. La raison fondamentale, c'est qu'on considère que c'est pas possible de forcer le blocus anglais, mais la principale raison, c'est que l'affaire est pratiquement terminée en Syrie. Les forces de Vichy ont été vaincues par les Anglais et par les Français libres, donc il ne sert plus à rien d'envoyer des renforts et du matériel surtout en Syrie. Donc le navire retourne à Salonique et nous avons cette photo prise à Salonique le 13 juillet 1941. Quelques-uns de ces soldats français, donc de retour au port. Maurice Dorgal est au premier rang avec un genou à terre et à droite. Tout le monde n'a pas eu leur chance. Le cargo Saint-Didier, qui était parti de Salonique en même temps qu'eux, a été coulé par un avion anglais. Alors pour eux et pour Maurice Dorgal, eh bien, cette aventure-là est terminée. Après qu'on ait exposé les faits, il apparaît clairement que cette campagne de Syrie n'est pas l'épisode le plus glorieux de l'histoire de France. Bon. Il s'agit d'une opération conjointe entre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy contre les Anglais et la France libre. Et de plus, c'est une opération qui a échoué, puisque finalement la Syrie est restée aux mains des Anglais et de la France libre. Alors on peut quand même se demander qu'est-ce que Maurice Dorgal allait faire dans cette galère, comment il a réagi et comment il a vécu tout ça. Alors à ce sujet, moi je voudrais faire 4 remarques. La première, c'est que Maurice Dorgal, c'est d'abord un soldat du rang, qui obéit aux ordres et à qui on ne demande pas son avis. On lui a dit que son unité partait pour la Syrie et il n'avait plus qu'à embarquer les munitions dans le train et partir avec, première chose. Deuxième remarque, c'est que on ne lui a pas tout dit. Bon.
on lui a dit qu'on partait en Syrie pour combattre l'agression britannique. Et ce terme d'agression britannique, c'est un terme que lui-même il reprend à plusieurs reprises dans son journal. Il y a l'agression britannique, etc. C'est incontestable. Mais on ne lui a pas dit pourquoi a lieu cette agression britannique, qui est une réponse au fait que Vichy, délibérément, a choisi de mettre ses colonies, et en particulier de mettre la Syrie, au service de l'effort de guerre allemand. Cela est écrit noir sur blanc dans ce texte sur lequel je reviendrai, tant il est important, les protocoles de Paris. C'est l'accord signé entre Darlan et l'ambassadeur allemand Abetz, et qui énumère les mesures par lesquelles Vichy met à la disposition de l'Allemagne, de l'effort de guerre allemand, un certain nombre de bases de l'Empire français. Et Vichy le fait en sachant parfaitement que cela peut conduire à un conflit avec l'Angleterre. Il est précisé dans un protocole complémentaire à la fin du texte, signé par Darlan et Abetz. Il est précisé que le gouvernement français doit escompter que, là sont rappelées les mesures prises par Vichy en faveur de l'effort de guerre allemand, peuvent conduire à un conflit armé immédiat avec l'Angleterre ou avec les États-Unis. Le gouvernement allemand fournira au gouvernement français, par voie de concessions politiques et économiques, les moyens de justifier devant l'opinion publique de son pays l'éventualité d'un conflit armé avec l'Angleterre et les États-Unis. C'est-à-dire que le deal est le suivant. Vichy accepte d'aider, grâce à ses colonies, l'effort de guerre allemand, et en retour, l'Allemagne, qui est quand même la puissance victorieuse et occupante, eh bien, fera quelques concessions à la France occupée pour justifier cette aide et éventuellement justifier la guerre avec l'Angleterre qui pourrait en découler. Alors, ce déroulement, en effet, est tout à fait confirmé par la chronologie. C'est le 5 mai 1941. Je rappelle que le journal de Maurice Dorgal commence le 13 juin 1941. C'est le 5 mai que les aérodromes de Syrie sont mis à la disposition des aviations allemandes et italiennes, alors qu'on est en guerre. Bon. Et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles ces aéroports sont concédés aux Allemands. Bon. Le 14 mai, Darlan est en train de négocier avec Hitler. Il s'est rendu personnellement en Allemagne pour rencontrer Hitler et il envoie un télégramme à Dentz en Syrie, au général Dentz, pour lui confirmer que les aérodromes sont mis à la disposition de l'Allemagne. Darlan est à ce moment-là, on pourrait dire, le numéro 2 à Vichy, et pour bien enfoncer le clou, il y a le numéro 1, le maréchal Pétain lui-même, qui le lendemain, 15 mai, envoie un télégramme à Dentz pour lui dire « Je tiens à insister personnellement sur la haute portée de ces négociations et sur la volonté que j'ai de poursuivre sans arrière-pensée la politique qui s'en dégage. L'allusion faite à la Syrie doit vous confirmer dans votre désir de défendre par tous les moyens le territoire placé sous votre autorité, d'assurer, comme à Dakar, c'est-à-dire contre les Anglais et contre la France libre, la liberté de son ciel, d'y donner dans des conditions que je sais politiquement et matériellement délicates, la mesure de notre désir de collaboration à l'ordre nouveau. » Bon. L'ordre nouveau que l'Allemagne est en train de mettre en place dans l'Europe occupée, eh bien, le régime de Vichy entend y contribuer et y apporter sa pierre. Je vous fais confiance, signé Philippe Pétain. C'est le 27 et 28 mai que sont signés donc les protocoles de Paris qui confirment tout cela. Et c'est le 8 juin 1941 seulement que les Anglais envahissent la Syrie pour riposter donc à l'installation de l'aviation allemande en Syrie. Alors évidemment, le soldat de base n'est pas informé de tout cela. La seule chose qu'on lui ait dit, c'est que les Anglais ont envahi la Syrie.
Troisième remarque, dans son journal, Maurice Dorgal ne cache rien de ses interrogations, de ses doutes, et puis des réactions hostiles qu'il rencontre sur son passage en France, des réactions hostiles de la part de la population. Lorsque on dit qu'il va falloir partir se battre contre les Anglais, il écrit la chose suivante: sans avoir une estime particulière pour les Anglais, j'avoue que, comme beaucoup de Français, je comptais beaucoup sur eux pour nous débarrasser de l'occupation allemande. Mais maintenant, je ne suis plus très sûr qu'ils y arriveront. Et surtout, je me demande si ce ne serait pas seulement changer d'occupant. Je ne suis pas qualifié pour répondre à ces questions, l'avenir y répondra. Alors, tous ces doutes, en fait, ils sont dans l'esprit de la plupart des Français dans les années 1940-1941. C'est-à-dire, le vrai ennemi, c'est qui? Est-ce que c'est les Allemands ou est-ce que c'est les Anglais? Et l'histoire passée de la France permet de se poser la question. Ici, on a plusieurs affiches du régime de Vichy qui jouent justement sur cette méfiance à l'égard des Français, à l'égard des Anglais, et même, on pourrait dire, sur cette anglophobie. N'oubliez pas Oran, c'est une allusion à Mersel-Kébir en 1940, le moment où les Anglais ont coulé une partie de la flotte française parce qu'ils craignaient qu'elle tombe entre les mains des Allemands. Il y a quand même quelque part entre 1000 et 2000 marins français qui ont été tués à ce moment-là. Alors, on fait appel à l'esprit de Jeanne d'Arc, évidemment, l'hostilité aux Anglais, l'affiche avec Churchill en pieuvre en train d'essayer de s'emparer du monde entier et surtout des colonies françaises, c'est quelque chose qui parle tout à fait aux Français. Et donc, il y a dans leur esprit un doute à ce moment-là. Où sont véritablement nos intérêts? D'autre part, je disais, il y a des réactions hostiles de la part de la population française lorsque ces soldats partent pour la Syrie, et Maurice Dorgal ne le cache pas. Dès le premier jour, en gare de Dijon, Dijon est en zone occupée, il y a des réactions très hostiles. Quelques rares civils circulent dans la gare. Ils s'approchent de nous et nous questionnent. Ils sont fortement intrigués par le passage de soldats français. Effectivement, on est en zone occupée. Quand ils savent que nous allons en Syrie, ils n'y croient pas d'abord, et puis nous engagent à nous joindre à l'armée de De Gaulle. Ils n'ont plus confiance qu'en lui pour les délivrer. Pour eux, la France libre les a... Alors, quand il dit la France libre, il veut dire la France non occupée. La France non occupée les a oubliés, et le gouvernement de Vichy n'est qu'un instrument allemand. La question est délicate. Il y a déjà longtemps que je me demande où est la vérité, qui croire. Encore le doute, effectivement, question n'est pas simple. Et à de multiples reprises, ça revient, ces réactions d'hostilité qui les frappent, évidemment, parce qu'on les considère parfois comme des traîtres. À un passage à niveau, quelques centaines de personnes s'écrasent contre les barrières en poussant des cris féroces. Ouh, vendu, salaud, boche. Nous attendions à une autre ovation. Quelle désillusion. Quatrième remarque, elle a souvent été faite à propos des témoignages de soldats. Le soldat qui raconte ou qui écrit sa guerre, il raconte ce qui est dans son champ de vision. Or, il se trouve que le champ de bataille est beaucoup plus large que le champ de vision d'un soldat, et c'est particulièrement vrai pour cette guerre, qui est une guerre mondiale. Bon, si on oublie le caractère mondial de ce conflit, on ne peut pas le comprendre. C'est la raison pour laquelle j'aime bien citer dans ce petit livre sur la Seconde Guerre mondiale de Henri Michel, une phrase de l'introduction. Henri Michel insiste justement sur le caractère mondial sans précédent de ce conflit, et il écrit « Tout s'est passé comme si un immense cataclysme social frappait l'humanité tout entière, pour la première fois une, dans un même destin tragique. » Je trouve cette phrase très forte parce qu'à notre époque, qui est marquée par la conscience de la mondialisation, eh bien, on oublie parfois que justement la guerre mondiale a été une étape essentielle dans la mondialisation, dans cette évolution qui fait que les peuples
sont de plus en plus dépendants les uns des autres. Alors, donc, c'est bien un point de vue local et non pas global que nous donne Maurice Dorgal. Et dans son témoignage, alors il y a un manque énorme, c'est qu'à aucun moment il n'est fait allusion au fait que le 22 juin 1941, donc au beau milieu de son témoignage, l'Allemagne attaque l'URSS et déclenche l'opération Barbarossa. Il n'y est même pas fait allusion. Alors, est-ce qu'on peut penser que dans son coin, il n'en aurait pas entendu parler? Ça paraît très peu vraisemblable. D'abord parce que c'est pas si loin. Hein. Salonique est pas très loin du champ de bataille. La Roumanie, qui est juste à côté, participe à l'attaque contre l'URSS. Et puis la bataille a des développements énormes. Ce qui est montré sur la carte, c'est les territoires occupés par les Allemands en URSS le 10 juillet, le jour où se termine le journal de Maurice Dorgal. C'est un territoire immense. Ce sont des combats gigantesques qui se passent à ce moment-là. Et les Allemands eux-mêmes, qui accordent beaucoup d'importance, ont évidemment donné un très grand écho à cela et en ont parlé partout. Bon. Donc, il n'est pas possible que Maurice Dorgal n'en ait pas entendu parler, mais ce qui lui paraît important, lui, c'est de noter ce qu'il a vu et pas de se préoccuper comme ça de l'évolution globale du conflit. Alors, je voudrais, pour terminer, prendre un petit peu de hauteur et essayer de considérer la situation dans son ensemble en juin 1941. Alors, prendre de la hauteur, c'est facile hein, quand on est historien, qu'on vit 80 ans après les événements et que des milliers de livres ont été écrits sur les événements. Alors, je ne voudrais surtout pas considérer avec condescendance les hommes qui ont agi à cette époque. Mais tout de même, lorsqu'on parle de considérer la situation dans son ensemble, il y a une différence entre l'acteur de base qui très souvent est emporté par des événements qui le dépassent, qui très souvent n'a pas le choix hein, et se contente d'être emporté par le courant. Hein. Et puis d'autre part, les responsables, qui sont politiques ou militaires, et qui, eux, ont les moyens de connaître la situation dans son ensemble, et donc qui sont sans excuse ni circonstances atténuantes pour les décisions qu'ils prennent. Alors, si on fait le point sur les principaux éléments de la situation en juin 1941, première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on connaît la nature du régime nazi. On ne connaît pas tout encore, il y a des choses qu'on ne découvrira qu'en 1945, mais on sait que ce régime s'appuie sur des valeurs qui sont la négation même des valeurs qui fondent les démocraties occidentales de la France et de l'Angleterre. Sur ce point, Churchill est parfaitement clair dans le discours qu'il fait aux communes le 18 juin 1940. Alors pour nous, Français, le 18 juin 1940, c'est l'appel du général de Gaulle à continuer la guerre. C'est aussi le discours de Churchill aux communes, dans lequel il dit « nous nous battrons jusqu'au bout hein. ». Et en évoquant une éventuelle défaite, il dit « mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans les abîmes d'un nouvel âge des ténèbres, rendu encore plus sinistre peut-être et peut-être plus durable par les lumières d'une science pervertie. » Bon, voilà qui est parfaitement clair. C'est-à-dire que ce conflit, ce n'est pas seulement un conflit entre des États, hein, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, des États entre lesquels, après tout, les alliances pourraient changer, ça s'est déjà vu dans le passé. C'est un conflit entre la démocratie et le nazisme. Et la question, c'est de savoir si on peut reconnaître le nazisme comme vainqueur, si on peut envisager de composer avec le nazisme sans disparaître soi-même comme démocratie. Deuxième élément essentiel de cette situation en juin 1941,
l'Allemagne apparaît comme triomphante. L'Allemagne nazie apparaît comme triomphante. Alors, on entre ici dans l'analyse, je dirais, géopolitique de cette guerre, et je vais donc m'effacer derrière les cartes. Juin 1941, c'est le triomphe de l'Allemagne. Nous avons ici, sur cette carte, les territoires occupés par l'Allemagne et par ses satellites le 13 juin 1941, jour où commence le journal de Maurice Dorgal. Bon, c'est tout le cœur de l'Europe. Le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique et la carte montre les territoires qui sont occupés par les Allemands le 10 juillet 1941, c'est-à-dire le dernier jour du journal de Maurice Dorgal. Alors effectivement, ce que Maurice, enfin, nous pouvons l'appeler Maurice à présent, ce que Maurice voit en traversant l'Europe, eh bien, c'est le triomphe de l'Allemagne. D'abord, il voit partout des prisonniers français, bon, c'est ce qui attire son attention, mais il y a parfois aussi des prisonniers anglais. Lorsque le convoi traverse la ville d'Augsbourg en Bavière, il est bien obligé d'admirer la propreté de la ville et la très bonne organisation de toutes choses. Il leur arrive à plusieurs reprises de croiser des convois de soldats allemands, en particulier des convois qui reviennent de Crète. Les Allemands viennent de s'emparer de la Crète contre les Anglais en mai 1941, et ça a été une opération très audacieuse parce que elle a été menée uniquement par des parachutistes. Alors ces soldats allemands, finalement, bon, ils sont pas antipathiques, ils sont sympathiques comme peuvent l'être des soldats victorieux et contents d'eux. Ils parlent amicalement, beaucoup parlent français, hein, ils parlent amicalement avec les soldats français, et puis après tout, ils reviennent de se battre contre les Anglais, alors qu'eux-mêmes partent en Syrie pour se battre contre les Anglais. Maurice constate aussi la soumission des populations dans les territoires occupés en traversant la Yougoslavie, qui est occupée depuis 2 mois. Lorsque le train passe dans les campagnes, eh bien, les paysans font le salut hitlérien. Bon. Maurice constate aussi alors une espèce de triomphe économique de l'Allemagne. Il y a abondance de biens partout. À eux-mêmes, on leur sert la soupe tous les jours, la Croix-Rouge allemande. Trop de soupe, ils ne savent plus qu'en faire. Mais bon, quand même, c'est une domination totale de l'Allemagne. Ils ont avec eux, ces soldats français, des francs français, mais ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que le taux de change réel entre les deux monnaies, c'est 1 Reichsmark pour 10 francs. Mais les Allemands font ce qu'ils veulent puisqu'ils sont les vainqueurs, et donc ils ont imposé un taux de change de 1 Reichsmark pour 20 francs. Et donc le franc français ne vaut rien, et les malheureux soldats français sont obligés de se procurer les marques pour acheter aux petits vendeurs qui se précipitent vers le train à toutes les gares. Et puis, Maurice fait une remarque intéressante dans son journal le 19 juin. Il croise un de ces convois de soldats allemands, victorieux et pas si antipathiques que cela. Et alors, évidemment, ils sont contents d'eux, mais ils aimeraient bien que la guerre se termine maintenant sur toutes ces victoires allemandes. Je cite: « De nombreux soldats allemands parlent français et discutent avec nous comme à l'ordinaire. Ils admirent tous l'œuvre d'Hitler. Il est un surhomme pour eux, mais ils ont hâte autant que nous de voir la guerre se terminer. Leur fanatisme a l'air de s'émousser un peu. » Alors, toute la question est là. C'est cette guerre qui a apporté autant de succès à l'Allemagne. Est-ce qu'elle peut se terminer maintenant sur ces succès? Eh bien, nous verrons que, contrairement aux apparences, non. De 1938 à 1940, l'Allemagne n'a connu que des succès. Et à cela, il y a 2 raisons. La première, c'est que les dirigeants de l'Allemagne nazie ont compris ce qu'était la guerre moderne, la guerre mécanisée, qui reposait sur les blindés et sur l'aviation.
En face, les dirigeants, tout particulièrement les dirigeants français, n'ont pas voulu le comprendre. Non pas parce qu'ils auraient été moins intelligents, mais parce qu'ils ne voulaient à aucun prix revoir la guerre. Et donc, pour eux, cette hypothèse de la guerre étant exclue, ils pouvaient très difficilement s'y préparer. Ils ont préféré penser que la stratégie défensive pouvait leur éviter la guerre ou, au pire, leur permettre d'être en guerre sans faire vraiment la guerre, ce qui, bien sûr, s'est révélé être une illusion. La deuxième raison des succès allemands, c'est que l'Allemagne hitlérienne a su très habilement affronter, vaincre ou neutraliser ses adversaires les uns après les autres et pas tous ensemble. Parce que le problème stratégique de l'Allemagne est toujours le même, quel que soit son régime politique. L'Allemagne est aussi forte ou plus forte que n'importe quelle puissance européenne. Par contre, elle est moins forte qu'une coalition de puissances européennes. Donc, elle doit absolument éviter d'affronter une telle coalition. Et elle a réussi en jouant à la fois de la menace, de la séduction, des promesses, en jouant des hésitations et des divisions de ses adversaires, eh bien, elle a réussi, sans provoquer de guerre générale contre l'Allemagne, à atteindre ses objectifs les uns après les autres. Premier objectif, l'Autriche, qui est annexée en mars 1938, sans que l'Europe n'ose s'y opposer. Deuxième objectif, une partie de la Tchécoslovaquie, la région des Sudètes, annexée en septembre 1938, contre la promesse que c'est la dernière revendication de Hitler, qui immédiatement se fixe un troisième objectif en mars 1939, c'est la disparition, l'absorption de la totalité de la Tchécoslovaquie, les grandes puissances comprenant à ce moment-là qu'on ne peut pas arrêter Hitler. Et donc, lorsque, dans la première moitié de 1939, il se tourne vers la Pologne, eh bien, les puissances affirment qu'elles veulent s'y opposer et préparent une réaction militaire. On voit donc apparaître ici la coalition qui est redoutée par l'Allemagne nazie. Hitler réagit par un coup de maître géopolitique. Il propose à Staline un pacte de non-agression que Staline va accepter. Pourquoi? D'abord parce qu'il se méfie profondément des Franco-Britanniques et qu'il n'a pas envie de se battre à leur place et à leur profit. Et puis, d'autre part, il peut tirer un profit immédiat de ce pacte avec Hitler en récupérant une partie de la Pologne. Et puis, d'autre part, Staline pense gagner du temps par ce pacte. Donc, Hitler peut attaquer et annexer une partie de la Pologne, Staline prenant l'autre partie. La France et l'Angleterre, à l'automne 1939, ont déclaré la guerre à l'Allemagne, mais n'attaquent pas et donc ne font rien pour la Pologne. En 1940, Hitler se tourne vers l'Ouest. Au passage apparaît un obstacle qui n'était pas prévu au départ. Il faut sécuriser la route maritime par où arrive le minerai de fer suédois et pour cela occuper le Danemark et la Norvège. Ensuite, Hitler va pouvoir se tourner vers son véritable objectif, son véritable sixième objectif, les Franco-Britanniques. Et c'est à ce moment-là la victoire stupéfiante sur la France dont le gouvernement dirigé par le maréchal Pétain accepte l'armistice le 22 juin 1940. Et cette victoire est si stupéfiante qu'elle rallie au camp de Hitler tous ceux qui le suivaient avec plus ou moins de sympathie, donc l'Italie, les pays d'Europe centrale et même la Finlande qui avait été en conflit avec l'URSS. Alors, à l'été 1940, triomphe total de Hitler. Eh bien non, parce qu'en fait, le sixième objectif n'est pas atteint.
dans la mesure où l'Angleterre, sous la direction de Churchill, décide de continuer la guerre. Donc, il y a toujours un front à l'ouest. Il y a toujours un front à l'ouest, alors que pour Hitler, l'objectif principal est à l'est. L'objectif, c'est, malgré le pacte germano-soviétique, la guerre qu'il pense inévitable contre l'URSS, parce que pour Hitler, l'espace vital du peuple allemand, l'espace vital qui est à conquérir, eh bien, c'est à l'est contre les Slaves en général et les Russes en particulier qu'il faut aller le conquérir. Et cela, il faut le faire le plus vite possible pendant que l'Allemagne a la supériorité militaire. Et il aurait fallu, pour cela, être débarrassé du front à l'ouest. Or, ça n'est pas le cas. Et à ce moment-là, donc, dès 1941, Hitler va se lancer dans ce qui va le perdre, c'est-à-dire une véritable fuite en avant. Quand vous n'avez pas atteint votre objectif et que vous êtes pressé par le temps, eh bien, vous passez tout de suite au suivant sans avoir fini le précédent, et puis ensuite à un suivant encore sans avoir fini les deux précédents. Et c'est ce qui va se passer pour Hitler. Dès l'été 1940, il décide de faire comme si la guerre était finie à l'ouest, ce qui n'est pas le cas, et de programmer la guerre à l'est contre l'URSS, d'abord fixée au 15 mai 1941. Et puis, il va être obligé, entre-temps, d'intervenir en Méditerranée, d'intercaler donc un 7e objectif, ce qui relie l'URSS au rang de 8e objectif, pour des raisons que je vais développer. Mais on se retrouve donc dans cette situation extraordinaire qui est vraiment une impasse pour Hitler. C'est-à-dire que fin 1940, il est en guerre sur un front contre l'Angleterre, qui veut continuer la guerre. Au milieu de 1941, il est en guerre sur 3 fronts, Angleterre, Méditerranée et Russie. Alors, dans le cadre de cette fuite en avant, qu'est-ce qui peut bien intéresser l'Allemagne en Méditerranée? Plusieurs choses. D'abord, comme on voit sur la carte, les protagonistes, l'Axe, Vichy, l'Angleterre, la France libre, sont présents en Méditerranée. Bon. Ensuite, il y a en Méditerranée des enjeux stratégiques très importants qui concernent la guerre en général. D'abord des routes maritimes très importantes pour l'Angleterre, qui relient l'Angleterre en passant par le canal de Suez à son empire, aux Indes, ou de là à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Bon, un empire qui fournit une contribution absolument essentielle à l'effort de guerre de l'Angleterre. Et ces routes, elles peuvent également relier l'Angleterre à la Russie, ce qui est très important dans le cadre d'une éventuelle attaque de l'Allemagne contre la Russie. Deuxième chose très importante, le pétrole, essentiel à la guerre. On ne le trouve pas partout et surtout on ne le trouve pas en Allemagne et on ne le trouve pas en Angleterre. Du pétrole, il y en a en Roumanie, il y en a dans le sud de la Russie, autour de la mer Caspienne, et il y en a en Perse et en Irak, ces deux derniers gisements étant d'ailleurs de longue date gérés par l'Angleterre. Il n'y en a pas encore en Arabie Saoudite, où on a tout juste de le découvrir. Et puis, il y a aussi le fait que Mussolini est en difficulté en Méditerranée. Il a pris des initiatives militaires pour tenter de gagner sa place à la table des vainqueurs, et ces initiatives ont toutes mal tourné. En Grèce, il a attaqué la Grèce à partir de l'Albanie, et ses armées sont en déroute. Il a attaqué l'Égypte anglaise à partir de la Libye, et ce sont les Anglais qui ont envahi la Libye. Alors Hitler le méprise profondément, mais Hitler ne peut pas le laisser tomber. D'autre part, dans ce genre de situation, il se produit des engrenages que personne ne contrôle et tout le monde finit par être impliqué. Alors en mars 1941, il y a un coup d'État en Yougoslavie. Pourquoi? Parce que le gouvernement royal avait une attitude plutôt conciliante envers l'Allemagne et ça ne plaisait pas à l'armée et à l'état-major qui était plutôt pro-russe et pro-occidental. Et donc il faut un coup d'État et la Yougoslavie risque donc de devenir hostile à l'Allemagne et bien sûr Hitler ne peut pas le tolérer.
Enfin, dernier événement inattendu, hein, c'est le 1er avril 1941, un coup d'État en Irak fomenté par les nationalistes arabes irakiens, un coup d'État donc contre l'Angleterre, puisque l'Angleterre est ici la puissance coloniale, contre l'Angleterre et donc favorable à l'Axe. Et là, c'est une opportunité formidable qui s'offre à l'Allemagne. Alors j'appelle cela une fuite en avant. Évidemment, l'Allemagne ne le considère pas de cette façon. Elle pense plutôt à une consolidation de ses positions avant d'attaquer l'URSS. Il s'agit d'attaquer l'Angleterre en Méditerranée, puisqu'on ne peut pas la vaincre dans son île, de venir au secours de Mussolini, et enfin de consolider le flanc sud de l'Europe avant de passer à l'attaque contre l'URSS. Et donc, dans ce cadre-là, l'Allemagne va prendre 3 initiatives au printemps 1941. La première, c'est d'occuper la totalité de la Yougoslavie et de la Grèce, et puis ensuite de sauter jusqu'en Grèce par l'opération de parachutistes dont j'ai déjà parlé. On s'est réglé en quelques semaines. Deuxième initiative, alors prise elle dès février 41, c'est d'envoyer en Libye l'Africa Corps, commandé par ces divisions blindées commandées par Rommel, qui vont passer à la contre-attaque et menacer de nouveau l'Égypte. Et enfin, troisième initiative, c'est de tendre la main aux insurgés irakiens anti-anglais. Et ici, on remarquera, on retombe sur les aventures de Maurice Doria, puisque la Syrie se trouve entre la Méditerranée, où sont présents les Allemands, et l'Irak, où se situe ce soulèvement anti-britannique. Alors, pour l'aide que Vichy apporte à l'effort de guerre allemand, cette aide est inscrite noir sur blanc dans les protocoles de Paris, et elle n'est pas négligeable. D'une part, Vichy met à la disposition des Allemands l'aérodrome d'Alep en Syrie pour ravitailler, pour tendre la main aux insurgés irakiens. Et également, il est prévu que des stocks d'armes et de matériel seront livrés par la France, par l'armée française de Syrie, aux insurgés irakiens. Deuxièmement, le port de Bizerte en Tunisie est ouvert aux navires allemands pour pouvoir ravitailler l'Africa Corps de Rommel. Il est prévu également des livraisons de matériel à l'Africa Corps. Et enfin, le port de Dakar est ouvert aux sous-marins allemands pour qu'ils puissent se ravitailler et s'abriter avant de partir en opération dans l'Atlantique. Donc tout ceci constitue une aide qui n'est nullement négligeable. Pour la récompense, je vous avais dit, la réponse d'Hitler, c'était on verra plus tard. Eh bien, c'est exactement ce qui est dit en termes plus diplomatiques par le protocole de Paris. Le gouvernement allemand fournira au gouvernement français, par la voie de concessions politiques et économiques, lesquelles on ne sait pas, les moyens de justifier devant l'opinion publique de son pays l'éventualité d'un conflit armé avec l'Angleterre et les États-Unis. Comme promesse, on ne peut pas faire plus vague. Alors, il est bien évident que les Anglais ne pouvaient pas laisser faire. Il y a eu en Moyen-Orient une double intervention. D'une part, contre les insurgés irakiens à partir du golfe Persique, et d'autre part, contre la Syrie à partir de la Palestine. Et c'est cette intervention qui est appuyée par les forces françaises libres. Le dénouement, c'est que l'insurrection irakienne et l'armée de Vichy ont été défaits, et la Syrie est restée sous le contrôle de l'Angleterre. La France libre ayant pu ensuite, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, y rétablir son autorité. Mais cet échec de l'Axe, eh bien, la raison fondamentale, c'est qu'à partir du printemps 41, les efforts essentiels de l'Axe sont tournés vers la préparation de la guerre contre l'URSS. Donc, le front de Méditerranée n'a jamais reçu l'attention et les moyens suffisants.
Alors, nous sommes arrivés au terme. Maurice Dorgal nous a raconté sa guerre en juin-juillet 1941 et nous avons essayé d'éclairer un peu le contexte historique dans lequel cela s'est passé. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est qu'il y a là des événements gigantesques dans lesquels les hommes du rang sont entraînés comme par un torrent qui emporte tout, et ils n'ont pas vraiment le choix. Et même lorsqu'ils ont le choix, ils n'ont pas forcément les éléments pour juger. Bon. Par contre, les chefs, eux, ils ont à prendre des décisions, donc ils ont des choix à faire, et ils ont tous les éléments pour être informés, tous les éléments pour juger. Donc, lorsqu'ils prennent des décisions qui nous paraissent condamnables, ils n'ont ni excuse ni circonstances atténuantes. Et avec le recul, on ne peut que condamner les dirigeants qui ont fait deux choix. D'abord, qui ont jugé en juin 1940 que l'Allemagne avait définitivement gagné la guerre, ce qui n'était pas le cas. La suite des événements l'a prouvé. Et d'autre part, qui ont pensé que sous une forme ou sous une autre, on pouvait collaborer avec l'Allemagne nazie. Bon. Ces deux choix-là restent totalement condamnables. Bon. Et pour terminer, moi je voudrais citer une phrase de De Gaulle dans une conversation privée. Un jour, il évoque le sort des pays en guerre et il explique pourquoi, selon lui, la France a plus souffert que les autres pays, même ceux qui ont été vaincus et occupés. Il dit, la France a plus souffert que les autres parce que la France a été trahie par ses propres chefs. Et je ne vois rien à ajouter à cette forte phrase. Donc là-dessus, je vous salue.